l'époque des hypervitesses, de plein de choses à faire et des retards partout. Avancer. Tu dois travailler, travailler et travailler. Ordre et désordre. Je dirais... Sous tension. Connecté. Paradoxal. Je la trouve chamboulée. Prometteuse. Angoissante. Anxiogène. Superficielle. Singulière. Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques. Aujourd'hui, c'est avec joie que je rencontre une universitaire, une poétesse, une écrivaine. Je ne sais pas trop comment la présenter tellement l'œuvre est dense, tellement les expérimentations sont nombreuses. Il s'agit de Muriel Pic. Muriel Pic, bonjour. Bonjour. Alors comment voudriez-vous que je vous présente ? Peut-être un peu à l'ancienne, une femme de lettres, voilà, quelqu'un qui écrit et qui pense en écrivant, enfin voilà, qui se demande à chaque fois qu'est-ce que j'apprends en écrivant. Voilà. Alors je sais pas si c'est universitaire ou poétesse ou autrice ou voilà, enfin les formes d'écriture sont multiples et moi j'aime bien me déplacer dans toutes ces formes. Alors on va voir quelques-uns de vos textes. Vous faites paraître là, en mars 2025 Le dernier printemps de Rosa Luxembourg et autres poèmes dramatiques aux éditions le Bruit du Temps. Et aujourd'hui on va s'arrêter plutôt sur votre parcours, sur votre façon d'intervenir dans le monde par l'écriture, par la poésie, par le documentaire. Et nous allons explorer un peu plus particulièrement quelques-uns de vos ouvrages, notamment Affranchissement, paru en 2020 au Seuil, En regardant le sang des bêtes, qui est paru en 2017 aux éditions 33 morceaux, Le petit atlas des pleurs que vous écrivez avec Anne Weber en 2024 aux éditions L'Extrême Contemporain, et enfin cet ouvrage collectif consacré à l'écrivain Sebald, Politique de la mélancolie, aux presses du réel en 2016. Le programme est dense, j'en conviens. Alors je voudrais qu'on commence justement par votre correspondance avec Anne Weber, Le petit atlas des pleurs. C'est un livre à deux voix, à quatre mains, qui s'appuie sur des détails de la violence de l'histoire. Le titre est sublime, Le petit atlas des pleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un petit atlas des pleurs et qu'avez-vous voulu faire avec Anne Weber ? En fait, on a eu une commande de Alexander Klug, qui est un écrivain allemand, qui nous a comme ça réunis de manière inattendue. Je connaissais pas le travail d'Anne, on s'est rencontrés par cette commande. Et la demande, c'était de parler justement de comment le document peut entrer dans la littérature. Donc comment il peut y avoir une autre écriture, disons plus une écriture des faits, qui traditionnellement s'oppose à l'imagination. Comment elle vient nourrir l'imagination et transformer, rendre la pensée plastique. Et donc on avait cette consigne et on a commencé à échanger des faits, mais vraiment des détails. Et ça avait l'air assez anodin, anecdotique, et puis il y avait un nom de rue qui apparaissait dans le premier texte, et tout de suite on s'est rendu compte qu'en fait ce nom de rue, il nous ramenait à un drame historique, avec des morts, avec des injustices, et à chaque fois qu'on s'échangeait quelque chose, il y avait toujours une trace de l'histoire qui venait prendre le dessus sur l'intimité de ce qu'on essayait aussi de se dire. Donc on s'est tenu dans cette dialectique finalement entre intime et historique ou poétique et documentaire, mais c'est moi qui ai ouvert le dialogue. Et en fait, moi, je lui avais proposé qu'on parle comme des mortes, qu'on fasse les mortes, comme faire le mort. J'aime beaucoup cette idée de faire le mort, un peu comme il y a des animaux qui font les morts pour échapper comme ça à leurs assaillants, à leurs prédateurs. Et puis, Anne me dit « Ah non, on est trop vivante, on ne peut pas faire les morts. » Donc, je suis quand même partie des cendres de Georges Perec. Et puis après, les choses se sont comme ça, parce qu'elles sont là sous ma fenêtre. Et puis, les choses se sont répondues. Et puis, on s'est promené comme ça a fait une sorte de promenade, donc un tracé, donc un parcours, donc un atlas où on s'est retrouvé à toujours verser des larmes sur ces drames-là. Puis bon, c'est vrai que moi j'ai beaucoup travaillé avec l'élégie, et Anne Weber a travaillé avec l'épopée, et donc l'élégie c'est le chant de deuil. Et c'est vrai que ça fait depuis 2016 que je situe ma pratique poétique dans ce lieu du chant de deuil, ou des morts, ou pour les morts, ou avec les morts, ou par la voix des morts, etc. Et essayer de reprendre cette forme-là, qui en fait est une forme politique, puisque tout chant de deuil raconte en même temps la manière dont s'est opérée, dont a eu lieu la disparition. Donc c'est souvent un récit de violence aussi, et à la fois aussi un récit de consolation. Donc on discutait, c'était pas une correspondance, c'était vraiment un échange comme ça sur ces deux formes, élégie et épopée. Et puis petit à petit, j'ai eu l'impression qu'on s'est transformé en pleureuse, ce métier de femme en plus. Et puis moi, ça fait longtemps que je voulais de la compagnie pour faire ce métier de pleureuse, qui est aussi un métier de la feinte. Les pleureuses, elles font semblant d'avoir une émotion. Elles prennent en charge l'émotion
d'une famille, en fait. C'est ça, la pleureuse. Donc voilà, on a navigué dans cette tradition de l'élégie, de l'épopée, de la lamentation, des pleureuses. Justement, vous vous décrivez comme une pleureuse documentaire. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que ça veut dire, pleureuse documentaire ? Pleureuse documentaire, c'est quelqu'un qui trouve, qui collecte, qui trouve, il y a beaucoup de hasard aussi, c'est des rencontres, des trouvailles, des existences qui ont été traversées par une catastrophe ou un traumatisme. Donc il y a une forme de réparation qui est attendue. Enfin, avec ce terme, c'est un terme à discuter et qui donne une mesure à cette démesure qui est venue s'emparer de certaines existences en fait, et trouver du rythme. Mais je crois que c'est aussi pour me préserver moi-même, parce que ça m'affecte. C'est pour plus être otage de la violence, en fait. Et du coup, c'est aussi pour trouver des rythmes, pour trouver un rythme, parce que le rythme, c'est vraiment ça qui fait tenir. Enfin, s'il y a une fonction de guérison de la littérature, elle se situe dans le rythme, pas du tout dans une psychologie de la lecture. C'est vraiment un tempo qui varie tout le temps. Donc je crois que c'est ça une élégie. Une pleureuse documentaire, vous voyez, je dis élégie parce que pour moi c'est la forme, justement, c'est le mot élégie, c'est le mot du rythme des pleurs. Voilà. Et puis c'est vrai que l'élégie, c'est le berceau de la poésie latine. Et que c'est souvent les exclus qui se plaignent. On veut pas que les gens se plaignent. La plainte, c'est souvent ceux qui souffrent qui se plaignent. Hein. Les gens qui sont les nantis ne se plaignent pas trop ou d'une manière abusive ou superficielle, mais la plainte, elle est là quand même. Ouais, c'est le domaine des exclus. Et je me suis rendu compte, en fait, rétrospectivement, après le petit atlas des pleurs, que Gilles Deleuze, en fait, parle de l'élégie dans l'abécédaire. Et j'ai regardé ça, j'étais toute jeune, j'avais 20 ans, et en fait, ça m'avait laissé une trace que j'avais complètement oubliée, où il dit que lui-même, il aurait été une pleureuse. Et j'avais complètement oublié, en fait, ce texte, enfin, cet entretien de Deleuze. Et vous le dites dans un de vos livres, si on s'imaginait la situation, si les malheureux cessaient d'être silencieux, c'est-à-dire cessaient de murmurer un peu leur malheur, en tout cas dans leur silence, qu'est-ce que ça produirait ? Qu'est-ce que ça produirait à l'échelle d'une société ? Je crois que les malheureux, quand même, ils se démènent. Il y a régulièrement, enfin, surtout en France, parce qu'il y a aussi une tradition de la prise de parole publique du peuple, qui est une question d'ailleurs assez... qu'il faudrait rediscuter avec la notion de révolution, de mythe de la révolution en France, qui est vraiment quelque chose de très spécifique. Dans un mode de gouvernement qui est vraiment très direct, on a l'impression que quand on va aller dans la rue, on va directement donc pouvoir s'adresser au président, sans intermédiaire, tout de suite pouvoir dire voilà. Et on se rend compte qu'en fait c'est un échec de plus en plus répété, qu'il n'y a pas d'écoute. Il y a des efforts réguliers, des tentatives pour que les gens qui ont des choses à dire le disent. Et je crois que la littérature, là, dans cette mise en vers, dans cette mise en place d'un rythme ou d'une mesure, elle donne voix, elle donne de la voix, elle amplifie des choses, en fait, tout simplement. Et puis surtout, elle garde mémoire de certains événements, en plus de ça. Il y a des choses qu'on oublie, et puis on retrouve un texte qui en a repris la trace, qui a donné mesure à ce moment, à ce combat, et on s'en souvient. Et ça, je pense aussi que c'est fondamental. Dans ce livre, vous évoquez deux femmes à côté d'une ruine qui parlent. Elles sont donc au milieu des ruines, mais elles trouvent quelque chose à se dire. Et finalement, ces deux femmes parlent du fait même d'être vivantes. Aujourd'hui, en 2024, alors que nous sommes contemporains de génocide, que nous sommes contemporains de violences inouïes, d'une phase évidente de régression politique, quelles histoires voulons-nous raconter en réalité ? Vous, Muriel Pic, quelles histoires voulez-vous raconter ? Quelles seraient pour vous des histoires qui seraient un peu adaptées à l'époque qu'on est en train de vivre ? En fait, vous voyez, en écrivant cette phrase, quelle histoire voulons-nous raconter ? Je pense que ça, c'est vraiment une question politique, justement. Le choix qu'on fait des histoires qu'on raconte. L'idée de raconter des histoires où on se plaint continuellement, ça peut sembler être quelque chose de prime abord complètement défaitiste. Mais après, il y a tout un travail de renversement dans cette approche de la dénonciation des injustices. Là, je reste dans le fait littéraire. Donc, des histoires qu'on veut raconter, des histoires
quelles injustices on veut raconter ou quelles victoires on veut raconter aussi, et comment on les met dans un lieu où elles peuvent avoir une existence qui se communique, qui se transmet et qui aussi peut donner une énergie tout à fait positive. Parce que y a des textes qui peuvent être extrêmement tristes, mais qui génèrent justement paradoxalement des formes de réaction et de joie dans la saisie d'une compréhension de l'événement qui est raconté. Parce que parfois on est malheureux parce que on est face à quelque chose qu'on comprend pas dans le malheur. Je crois que c'est ce qu'il y a de pire, c'est quand on le subit. Et je pense que là, il y a le rôle des intellectuels et des écrivains. Enfin, les deux, pour moi, c'est la même chose. Hein. C'est-à-dire les travailleurs de l'imaginaire et les travailleurs de la pensée, ils sont là pour donner ces moments d'illumination profane, de compréhension de quelque chose, pour qu'après on puisse aller plus loin. Et parfois, cette compréhension, elle se fait par le rythme, justement, qu'on donne à travers un texte, quelque chose par le corps, une compréhension sensible. On arrive à faire percevoir une situation, ou alors par une analyse. Donc les deux modalités discursives sont extrêmement précieuses, hein, qu'elles soient savantes ou qu'elles soient poétiques. Alors, il y a une histoire que vous racontez. Moi, j'ai beaucoup aimé cette histoire dans ce livre. C'est celle d'une carte photographique que l'on retrouvait dans les paquets de cigarettes allemandes dans les années 30. Et sur l'une d'entre elles, il y a une photo d'Estelle Helen. Alors, elle est présentée comme la fille de l'année 1933 qui, par son art de l'expression, parvient à faire revivre des temps évanouis. Le cliché est signé Iva. Cette même Iva sera assassinée en 1942 à Sobibor. Vous écrivez alors, quant à la fille qui marche dans le temps, elle continue son voyage d'images collectionnées, ravissante témoin des liens étroits et pervers que tissent nos crimes entre le massacre et la beauté. Là, c'est vraiment... c'est un cas d'histoire qu'on choisit de raconter qui parle justement de la propagande. En fait, c'est un petit texte sur la propagande qui est glissé dans ces petites cartes-là de cigarettes. La propagande, c'est aussi certains récits qu'on raconte, qu'on répète tout le temps. Enfin, il y a aussi une propagande de la catastrophe en ce moment. Si vous ouvrez si vous regardez la télévision, par exemple, il y a de moins en moins de gens le font, mais on ne nous raconte que certaines histoires. Parfois, moi, je me sens prise en otage par les histoires qu'on me raconte, soit par l'information, soit par certains livres, certains récits. Et quand on est, quand on est pris par la dépression ou par ce découragement ou par la peur, en fait, on est soumis à la tyrannie. Tout régime tyrannique, et il y a une forme de tyrannie dans ce qu'on vit actuellement dans le capitalisme, ce qui vise, c'est à réduire les énergies. Et l'état dépressif, il est là justement pour tenir une forme de silence, de calme, mais de résignation. Voilà, ce serait plutôt ça. Et ça passe par des phénomènes de propagande. Et puis donc là, dans cette petite histoire là que je choisis de raconter, et qui est l'histoire de cette femme, c'est une actrice. En fait, je m'intéresse quasiment plus à la personne qui a pris la photographie et qui a fini dans un camp, assassinée, Iva, justement, alors que ces clichés enchantaient ceux qui seront ses futurs bourreaux. Donc là, il y a quelque chose, puis aussi par rapport au canon de la beauté, puisqu'en fait, cette actrice, elle représente l'idéal de la femme, de la beauté de la femme allemande. Hein. Enfin, il y a déjà des principes de race qui sont glissés dans ces images. Hein. Il y a aussi une manipulation de la beauté, du féminin, du corps de l'actrice. Et c'est un peu tout ça que ce texte traverse comme ça très vite par cette petite histoire. Mais parce qu'en fait, quand on la voit, cette petite carte, avec le visage de cette jeune femme, elle a l'air très inoffensive. Ça a l'air de rien. Mais en fait, à partir d'un petit détail comme ça, on arrive à lever des grandes questions sur comment ça se passe, la propagande, quel langage contre, quelle histoire contre, quelle histoire pour, comment on arrive à lire tout ça. Je crois que la lecture, c'est vraiment fondamental. Enfin, il faut continuer d'apprendre à lire, mais à tout déchiffrer Peut-être que j'ai quand même, puisqu'on parle de ce livre, j'ai oublié de préciser que Petit Atlas des pleurs, en fait, on l'a un petit peu repris de Ernesto De Martino, qui est un anthropologue qui travaille justement sur les pleurs rituels, les pleureuses. Vous avez choisi une musique, une première musique que nous allons écouter, un chœur de femme qui est chanté dans une pièce de théâtre de Peter Weiss, mis en musique par Guy Beauvais et traduit par Jean Baudrillard.
a jeté un sac de farine de maïs moisie, pleine de vers. Quand nous avons protesté, le gardien nous a frappés à coups de gourdin. Alors Muriel Pic, expliquez-nous le choix de cette musique. Alors c'est une musique que j'ai dans mon ordinateur depuis pas mal de temps. C'est une pièce, c'est une chanson qui est extraite d'une pièce de Peter Weiss. C'est une pièce, le chant du fantoche lituanien. Elle a été montée elle date de 67, elle a été montée en 68. J'ai jamais vu jouer. Voilà, j'aime beaucoup ce chant. Parce que c'est un chant de femme, c'est une pièce en fait sur la violence coloniale en Angola sous la dictature au Portugal de Salazar, qu'on a oublié. Enfin voilà, il y a le texte littéraire de Peter Weiss, on a gardé trace, ses mémoires, et ce que j'aime beaucoup dans ce chœur de femmes, c'est la manière extrêmement lente du tempo, du rythme, pour dire des choses d'une violence élémentaire et totale. Le temps qui est pris pour le dire, et cette manière de ralentir, de produire une dramatisation par un tempo très lent, qui est aussi une sorte de marche funèbre, sur des gestes qui sont en même temps rapides, et sur lesquels on voudrait passer vite, qui précipitent quelque chose. Je trouve que là, il y a une manière de donner une mesure à cette violence sans l'esthétiser, sans que ce soit une esthétisation gratuite, mais qui la fait exister, qui nous en fait prendre conscience, qui incite à des larmes, mais pas à des larmes de résignation, plutôt à des larmes qui... Vous savez, dans les contes, là où tombent les larmes, poussent les fleurs. Ça me fait rappeler un titre d'un des livres de Georges Didier Huberman, que vous citez assez régulièrement. Peuple en larmes, peuple en armes, quand le geste de désespoir devient en fait un geste actif de protestation. Je trouve cette idée assez jolie. Et d'ailleurs, toujours sur le geste, et notamment sur le geste critique, toujours dans ce livre avec Anne Weber, vous expliquez que le geste critique, qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans Affranchissement, c'est quelque chose qui traverse, j'ai un peu l'impression, votre travail, c'est de mettre la signification en danger, c'est mettre le conformisme en péril. Est-ce que ça serait ça, le geste critique ? Est-ce que c'est bien cela ? Bon, moi je parle pas de geste critique, mais c'est vrai que l'expression est très belle. D'ailleurs, je crois qu'il y a un livre qui vient de paraître de Didier Huberman qui s'appelle comme ça. Bon, la question de la critique, très ancienne, comment faire œuvre de critique ? C'est vrai que j'ai des réflexes parfois pour penser, qui simplifie d'abord, dans un premier temps. Et quand j'essaie d'expliquer qu'est-ce que la critique à d'autres personnes, à des étudiants par exemple, pour moi la critique c'est vraiment à la fois le moment de lucidité et le moment critique, le moment du péril. C'est vraiment les deux choses. Et c'est vrai que chez un penseur comme Walter Benjamin, c'est aussi les deux choses. La lecture par exemple, c'est un moment périlleux, c'est-à-dire un moment où à chaque fois où le sens tel qu'il va être produit peut transformer quelque chose du monde, on peut voir le monde autrement. Donc il y a toujours, à chaque fois que je lis, il y a un moment, il y a un péril. Et puis il y a plusieurs manières de lire. Donc en réalité, depuis
plusieurs années, depuis 2008, il y a une pensée qui m'accompagne, que j'essaie de développer à la fois dans les textes d'imagination, les formes lyriques, et à la fois vraiment de par une recherche pour attraper ce fil. Et c'est l'idée d'une lecture qui n'est pas une lecture traditionnelle, telle qu'on la comprend quand je dis le mot lecture, c'est-à-dire la lecture alphabétique, mais une lecture sur un modèle qu'on appelle traditionnellement divinatoire, en fait. Donc j'ai pas mal travaillé sur les modes de lecture divinatoires, les anciens modes de lecture divinatoire. J'ai publié des articles, 2 gros articles sur cette question, deviner le passé et lire dans la poussière. Et j'essaie de finir un livre qui s'intitule Lire dans la poussière. Et j'essaie de défendre ce mode de lecture divinatoire qui finalement rejoint la question de la constellation, bien sûr, chez Benjamin, mais qui est aussi une manière de lire en nous remettant dans le monde, en nous resituant dans le monde, hein. C'est-à-dire lire, c'est aussi une manière de s'orienter dans le monde, mais qui est aussi une manière de lire comme si on était toujours en danger. C'est-à-dire faire de la lecture vraiment à chaque fois un acte de prise de conscience, de remise en question. On lit pas du tout de la même manière. Un des exemples canoniques, c'est on est dans une pièce, dans une cave par exemple, dans le noir, et puis on tâtonne. Là, on va avoir une lecture de ce qui nous environne qui est complètement différente que celle c'est une lecture d'orientation. Alors quand on lit un livre, c'est une autre lecture. Enfin, c'est une autre lecture des signes. Donc je crois que c'est cette appréhension des signes qui peut être une voie pour justement penser autrement, qu'on appelle la catastrophe, ou bien apprendre à mieux se défendre, à mieux prendre position, voir les lieux de propagande. Il me semble qu'il faut qu'on gagnerait à redévelopper une lecture qui est d'abord un acte perceptif avant d'être un acte strictement sémantique de production du sens. Hein. Voilà. Et je pense que ça va aussi avec une compréhension écologique, curieusement, de la lecture. C'est-à-dire une autre attention à d'autres systèmes linguistiques, à d'autres modes de langage, enfin à d'autres... se reconnecter avec tous les signes du monde, en fait. Et sortir comme ça de cette métaphore du monde comme livre, hein, qui s'est imposée, en fait, avec la naissance de l'imprimerie, qui a d'abord donné, on a diffusé la Bible le plus possible, et où là, le texte de Dieu est devenu le texte des lois, et c'était un texte qui régissait les signes du monde, et aussi le rapport à la nature. Et avec ça, après, on a eu toute la science aussi a beaucoup produit un ordre du sens et de la lecture qui interdisait, qui disqualifiait, disons, une production du sens qui pouvait se faire par la ressemblance, par exemple, ou par 2 choses qui sont placées côte à côte, mais qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Alors, l'esprit scientifique va les séparer et les mettre dans des cases différentes de compréhension. Et ça fonctionne très bien. Ça nous permet de progresser très vite. Ça fonctionne très bien. Tout est dans des cases. On fait toutes sortes de typologies et c'est très efficace. Et c'est très destructeur aussi. Alors que se réconcilier avec justement des formes informelles de savoir, comme la ressemblance et donc aussi l'imagination, et voir ce que ça nous apprend, parce que ça nous apprend aussi quelque chose. S'il y a deux événements qui se produisent simultanément quand je me promène, même s'il y a que moi qui donne un point de... C'est moi qui perçois ces 2 événements. Je peux en avoir une lecture cohérente. Ça m'apprend quelque chose sur un instant, à différents niveaux. Je dois pas systématiquement le catégoriser. Voilà. Donc du coup, j'essaie de travailler à la fois, de militer non pas pour l'irrationalisme, mais pour une critique de la raison, ce qui est en même temps exactement ce que proposait Benjamin Horkheimer après la Seconde Guerre mondiale, livre qu'il faudrait lire et relire tout le temps. Hein. Donc voilà, une autocritique, et en même temps développer une sorte de revenir à des formes informelles de savoir, voir qu'est-ce que cet esprit mimétique avec lequel on a complètement rompu peut apporter à la science de nos jours, notamment du point de vue de l'écologie et des questions de perception. Et de l'autre côté, dans la littérature, ne pas faire de la littérature une sorte de chiffre molle qui n'est là que pour la distraction des personnes qui peuvent y avoir accès, ou qui racontent que des histoires pour se divertir, pour oublier. Enfin, comme je me mets devant Netflix, c'est ce que... pour oublier, pour me vider la tête. Non, plus je me vide la tête, et
plus je serai malheureux en fait, ou malheureuse. Pour que la littérature soit aussi ne soit pas un lieu qui soit déserté par la connaissance, pas du tout. Au contraire, elle apporte une connaissance. Enfin, c'est cette intuition intellectuelle qui fait tellement du bien quand on comprend quelque chose, quand on le perçoit, sans non plus que la littérature, soit strictement militante, parce que le discours militant, le discours politique, c'est encore une autre catégorie. Et je crois que là, voilà, il y a une manière d'entrer en politique qui doit être spécifique, qui est spécifique à la littérature et qui ne doit pas céder au conformisme. C'est vrai qu'on parlait de cette critique de la raison. Il y a un très beau texte qui m'avait beaucoup touché de Hannah Arendt sur Penser dans de sombres temps. C'est un discours qu'elle donne lorsqu'elle reçoit un prix philosophique, dans lequel, évidemment, elle adresse toute une série de critiques aux Lumières qui n'ont pas, justement, fourni d'arguments de conséquences face au meurtre de masse au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. S'il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé en vous lisant, c'est que, justement, vous donnez envie de lire. Vous organisez plein de rencontres, et ça va être d'ailleurs un peu la dernière question de notre premier épisode, mais vous consacrez un livre collectif sur l'écrivain Sebald. Vous faites qui fait de la mélancolie, une poétique. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agirait, entre guillemets, d'entretenir les yeux sur le désastre, de tirer des leçons du désastre. Et d'ailleurs, vous dites du projet littéraire de Sebald qu'il vise à peu près de face les larmes d'un côté et l'analyse de l'autre. Alors avant de rentrer dans ce que nous dit Sebald et ce qu'il peut nous inspirer aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous raconter votre rencontre avec lui, c'est-à-dire comment elle a eu lieu, comment il a provoqué en vous un effet de bascule au point que vous avez décidé de lui consacrer un livre? Je l'ai rencontré par un ami qui m'a dit « Tiens, lis ça ». Voilà, ça c'est très important, les amis. Et puis je suis allée acheter Austerlitz, là qui venait de sortir, c'était en 2001. Un ami qui, lui, était très sensible à la question de l'immigration parce qu'il avait dû s'exiler de son pays d'origine. Et j'ai lu Sebald, je me suis dit, il faut que j'aille plus près. Il faut que j'aille plus près de lui. Il n'était pas du tout, pas tellement, il n'était pas étudié. À ce moment-là, ça commençait à être traduit par Actes Sud. Et cette question de la mélancolie, où je me suis sentie d'un seul coup moins fautive ou moins... j'ai compris que la mélancolie, c'était pas abandonner, c'était pas s'enfermer chez soi tout seul et déserter l'espace politique de manière un peu lâche dans sa maladie, pas du tout. C'est vraiment un mode de résistance. Et il y a cette très belle lecture de Hamlet, où on pense qu'Hamlet est fou, parce qu'il refuse d'accepter les 3 jours de deuil qui lui sont impartis par sa mère et son oncle qui ont pris le pouvoir après avoir assassiné son père, le roi. Et on lui dit, tu as 3 jours de deuil. Et à partir de là, c'est fini. Et puis peut-être dans un an, tu auras encore 3 jours. Donc exactement notre modèle commémoratif. C'est-à-dire, voilà, on fait le deuil 3 jours et après, c'est fini. On va travailler. Puis dans un an, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans, on refera. Voilà. Et ça correspond absolument pas à la réalité complètement erratique de la mélancolie ou même du chagrin, tout simplement, de la perte. Et il refuse cette manière de tenir, de normer, en fait, de faire du deuil un exercice social qui est tenu à une durée fixe, c'est-à-dire non pas un rythme, mais à une répétition. Donc quelque chose qu'on peut vraiment contenir, qu'on peut maîtriser. On maîtrise du coup le chagrin, la souffrance et le désir de révolte des individus en leur donnant comme ça des moments de commémoration. Et en fait, Sebald refuse ça dans ses livres. Il n'arrête pas de dire que ça surgit n'importe où, n'importe quand, par hasard, par coïncidence. C'est comme Hamlet, il n'est pas fou, Hamlet. Il refuse ça. Il refuse cette dictature du deuil, du chagrin, de la mémoire, de l'oubli. Et les livres de Sebald, c'est ça. Et c'est vrai que ça surgit à n'importe quel moment. Et dans le Petit Atlas des pleurs, c'est aussi ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que l'autre va dire, on ne sait pas comment elle va réagir, de quoi elle va nous parler. Et pourtant, il y a quelque chose encore de l'ordre de la violence qui réapparaît. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça et comment on vit avec ça, comment on trouve une énergie et une joie pour non pas l'oublier, mais essayer de produire une autre imagination, d'autres utopies, essayer de penser le bonheur. Vous parliez d'Arendt, c'est ça. Enfin, Arendt, elle dit il faut analyser et pleurer. Mais c'est exactement aussi ce que propose Sebald, parce que c'est aussi un auteur très savant, mais pas de manière académique du tout, dans ce bruissement de toutes ces connaissances, là où il se déplace. Et il faut analyser et pleurer, parce qu'il faut
toujours penser la manière dont c'est organisé le malheur pour pouvoir penser une organisation du bonheur. Et sans imagination, c'est pas possible, parce que l'imagination, c'est ce qui nous permet de penser une autre réalité. Complètement. On est obligé de suspendre un peu notre rencontre aujourd'hui. On va se retrouver la semaine prochaine pour justement continuer à discuter alors de cette organisation sociale du bonheur, ou en tout cas au moins du travail imaginaire qui est au centre de votre réflexion et aussi des nôtres. Merci beaucoup Muriel Pic. Merci à vous. Craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio en partenariat avec Collatéral. Cet épisode a été réalisé par Romain Huette. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.